Dans cet appel à l'identité, Daniel Ménard reçoit Bernard de Montréal pour discuter de l'importance d'avoir une identité bien ancrée et centrée. Selon Bernard, lorsque nous vivons des déceptions, cela remet en question notre perception de notre intelligence et affecte notre ego. Il souligne l'importance de contrôler notre conscience et de garder notre identité entre nos mains pour être heureux. Il mentionne également qu'il existe différents niveaux d'identité, tant en relation avec la société qu'avec soi-même. L'identité intégrale implique la subordination du moi à notre force intérieure. Selon BDM, le développement de notre identité et de notre bien-être intérieur nécessite de subordonner ce qui se passe dans notre expérience extérieure à notre force intérieure. Cela demande de l'intelligence et de rester objectif par rapport à ce qui est subjectif. Avoir raison est simplement une illusion de notre intelligence psychologique subjective et ne garantit pas d'avoir une identité forte. Ces personnes qui cherchent toujours à avoir raison vivent une expérience psychologique limitative qui les empêche d'accéder aux couches subtiles de leur conscience et d'utiliser leur intelligence créatrice. Chercher à avoir raison ne permet pas de contrôler les impressions créées dans le monde extérieur à partir de notre force intérieure. L'identité réside dans la capacité de contrôler ce qui fait invasion chez l'individu et de ne pas se laisser influencer par les forces sociales puissantes de la société. On perd notre identité dans différents domaines de notre vie tels que la musique, les arts, le vêtement, le travail et la connaissance lorsque nous nous conformons aux modes et aux opinions des autres. Dans ce dialogue, il est question de l'identité et de la gestion de l'information dans la société moderne. L'auteur affirme que le fait de ne plus avoir d'identité nous rend vulnérables à la terreur de la vie. Il explique que nous sommes constamment envahis par les opinions des autres, ce qui limite notre liberté et notre capacité d'intelligence créative. Il affirme que le problème de l'humanité réside dans le manque de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes et que cela nous empêche de véritablement évoluer. Il soutient également que la surinformation n'est pas le problème en soi, mais notre incapacité à gérer cette information et à l'utiliser de manière consciente. Il insiste sur le fait que la bonne gestion de l'information commence par la capacité de l'utiliser le moins possible et de la rechercher en fonction de notre propre vibration. Il met en garde contre la tendance à vouloir tout lire et tout connaître sans expérience préalable, ce qui peut mener à une indigestion d'informations. Selon Boulevard M, il est important d'être conscient de sa propre vibration et de suivre celle-ci pour faire des choix. Cela signifie choisir les livres, les pages, et les idées qui résonnent avec sa vibration. L'ego a tendance à vouloir tout lire et tout comprendre. Qui peut entraîner une surcharge d'informations et du stress. Une bonne gestion de l'énergie commence par prendre conscience de la peur de perdre qui régit notre identité. BDM raconte une anecdote personnelle où il ne parvenait pas à terminer un livre et où il a réalisé que la seule raison pour laquelle il le lisait était de développer son vocabulaire. Ainsi, il souligne que la connaissance n'est pas inutile, mais il est essentiel de suivre sa vibration pour en tirer le meilleur parti. Il encourage les autres à tester par eux-mêmes cette approche. Le point que je veux faire comprendre, c'est que les gens ici ont tous été éduqués de manière à être forcés de lire des livres. Mais ensuite, il y a une seule personne qui dit que les 45 personnes qui vous ont forcé à lire, vous ont placé dans une situation où vous manquez d'identité. Donc, si vous voulez avoir de l'identité. Boulevard M, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que l'homme doit apprendre à suivre sa propre vibration. Personnellement, j'avais un système nerveux très chargé, donc il fallait vraiment que les livres soient bons pour que je les lise en entier. Y a-t-il vraiment des livres si bons que ça sur Terre? Donc il faudrait des livres vraiment bons pour me captiver. C'est comme regarder un film. Pour qu'un livre soit assez bon pour me captiver, il faut vraiment qu'il soit bon. À cause de mon système nerveux, je décrochais et j'ai finalement compris pourquoi. Mais il y a des gens qui ont des systèmes nerveux calmes où il est bon pour eux de tout lire d'un bout à l'autre. Ça dépend de leur propre vibration. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites quelque chose dans la vie, il faut suivre votre vibration. Si votre vibration vous dit de lire un livre en entier, alors lisez-le en entier, même si quelqu'un vous dit que vous ne devriez pas le faire. C'est votre propre vibration qui vous dit de le faire. Il faut être en harmonie avec cela au niveau de votre ego. De la même manière. Si vous n'avez pas la vibration pour lire un livre en entier, alors suivez votre vibration et ne vous en faites pas. C'est cela le phénomène de l'identité. DM, il n'y a pas de recette? Boulevard M, non, il n'y a pas de recette. DM, mais suivre une vibration, ce n'est pas une recette non plus. Boulevard M, suivre une vibration,
c'est la recette, c'est toute la recette. Ne me pose pas ce genre de questions. C'est la recette. DM, les gens se questionnent, ils n'ont pas la réponse. Boulevard M, on ne peut pas. Créer une recette pour une vibration, on l'a ou on ne l'a pas. DM, quand on ne l'a pas, les gens veulent savoir comment l'avoir. Boulevard M, si tu me demandes une recette, ça ne m'intéresse pas de donner une recette. Je suis intéressé à t'expliquer que la vibration, on l'a, mais il y a des choses qui bloquent notre vibration. Je te donne un exemple, quand j'étais petit, je lisais des livres mais je n'avais pas envie de les lire en entier. Si ma mère m'avait dit que je devais tout lire sinon je n'aurais pas de dîner ce soir. Cela coupe ta vibration. Il y a plein de choses dans la vie qui nous coupent de notre vibration, des impositions de l'extérieur. DM, donc on est avec la vibration. Boulevard M, on est avec la vibration, puis elle nous est peu à peu enlevée par l'éducation, la culture, et toutes sortes de choses. DM, donc ce n'est pas quelque chose que nous devons avoir, c'est quelque chose que nous devons retrouver? Boulevard M, oui, c'est quelque chose que nous devons retrouver et affiner. DM, donc on est avec une certaine identité. Boulevard M, non, on ne n'est pas avec une identité, on est sans pollution. DM, et on se pollue peu à peu? Boulevard M, oui, on se pollue peu à peu. Quand nous naissons, nous avons des guides spirituels qui nous dirigent un peu pendant un certain temps, puis ils changent de travail. Ensuite, il y a le contact avec notre propre double que nous ne connaissons pas, et avec le temps, en nous plongeant dans la société, nous perdons notre identité. Comment peux-tu ne pas perdre ton identité rien qu'avec la folie de la musique aujourd'hui? Quand ton fils écoute de la musique à fond dans sa voiture, comment veux-tu écouter ton propre double quand James Brown te parle? Rire du public. Dans cet extrait, l'auteur parle de la musique comme étant une interférence. Il critique le fait que certaines musiques soient jouées à des volumes extrêmement élevés, ce qui, selon lui, relève de l'inconscience. Il mentionne également que dans le monde de la musique, il y a des personnes qui cherchent à créer une image puissante afin de se faire de l'argent en exploitant le public. Il fait également référence à l'industrie de la mode et de la publicité, soulignant que certains individus profitent de l'argent et de la popularité pour créer des tendances et se faire connaître mondialement. Il critique cette logique d'invasion constante et souligne que l'individu doit être suffisamment ancré dans son identité pour ne pas se laisser influencer par ses pressions extérieures. Il affirme que l'astral n'a pas de limite et que les individus cherchent à tout exploiter pour des raisons financières et de contrôle. Il ajoute que Hollywood est devenue la capitale mondiale de l'humanité et dicte les modes et les attributs que les hommes devraient adopter. Finalement, il note que les individus sont souvent abasourdis face à l'influence de ces éléments, mais ils ne réalisent pas toujours que l'impact ne signifie pas nécessairement de la valeur réelle. Cette conversation, Bernard de Montréal et Dragon discutent de divers sujets, notamment des jeux de dragons, de la réalité virtuelle et de l'influence des djinns sur la société. Bernard de Montréal exprime l'idée que même si quelque chose fonctionne, cela ne signifie pas nécessairement que c'est bon. Il souligne également que certains aspects de la société moderne peuvent conduire à une dégradation de l'esthétique et de la conscience individuelle et sociale. Le terme entité est mentionné et Bernard mentionne qu'il est possible de se protéger de leur influence en choisissant des environnements moins dégradés. Il critique également l'industrie du cinéma et des médias pour abaisser la conscience collective au lieu de l'élever. Le débat porte ensuite sur la difficulté de reconnaître ce qui est grand et bon dans l'art et la musique, et comment l'individu peut se former sa propre opinion. Finalement, Bernard souligne que l'éducation individuelle est essentielle pour distinguer ce qui est bon de ce qui est involutif. Dans cette conversation, les interlocuteurs évoquent le sujet de la démocratie et de l'identité individuelle. Ils soulignent l'importance pour chacun de trouver ce qui est beau pour soi et de ne pas essayer d'imposer ses goûts au monde entier. Ils mettent en avant le besoin de développer une identité personnelle afin de vivre selon ses propres valeurs sans chercher à influencer les autres. Ils reconnaissent que chacun peut applaudir quelque chose que les autres ne soutiennent pas, mais cela ne devrait pas affecter notre propre personne. Ils affirment que couper avec un environnement qui ne correspond pas à nos valeurs est une excellente chose pour se préserver. Le concept de démocratie est également abordé, avec la reconnaissance de son importance dans l'évolution sociale et politique, mais aussi des limites qu'elle peut avoir. Ils soutiennent que la démocratie peut avoir tendance à démoniser l'homme en permettant la propagation de ces aspects-là. Plus bas. L'interlocuteur donne l'exemple de la démocratisation de la pédophilie dans certaines sociétés qui, au nom de la démocratie,
revendique le droit d'abus envers les enfants. Il attribue cela à la perte de limites causée par le fait que les masses ont voulu prendre le contrôle du gouvernement, car même les élites se sont démonisées. Il fait référence à la Révolution française comme un exemple de réaction face à une noblesse bâtardisée. Dans cet extrait, l'orateur affirme qu'il n'y a pas d'élite et que sans la présence d'êtres sensibles à la beauté, l'humanité risque de devenir barbare. Il mentionne également que les jeunes sont souvent hypocrites et qu'ils doivent se reconnecter à leur identité et arrêter de se laisser influencer par des mouvements sociaux destructeurs. Il critique l'hypocrisie de la jeunesse et affirme que les jeunes ont besoin d'être guidés par des parents intelligents pour éviter de se perdre dans les problèmes sociaux tels que la drogue. Finalement, R critique la société française et son manque de franchise et affirme que les jeunes ont besoin de parents qui ont suffisamment de centricité pour les aider à se connecter à eux-mêmes. Dans cet extrait, Bernard de Montréal souligne l'importance pour les parents de prendre en main l'éducation de leurs enfants. Il souligne que trop souvent, les parents se tournent vers les opinions des autres au lieu de faire confiance à leur propre force intérieure. Il affirme qu'il est préférable d'élever un enfant seul avec un parent fort et conscientisé plutôt que d'être pris dans une relation conflictuelle. Il reconnaît que l'éducation peut être plus difficile sans la présence d'un autre parent, mais il insiste sur le fait qu'un esprit fort peut élever un enfant avec succès. Il soulève également l'importance pour les parents de travailler sur leur propre identité pour pouvoir mieux guider leurs enfants. Il conclut en affirmant que les parents doivent être des initiateurs et prendre leur rôle à cœur pour éviter que leurs enfants ne se perdent dans les pressions de la société. Dans cette entrevue, le père déclare qu'il n'a pas donné à sa fille le choix dans son éducation. Selon lui, le choix vient lorsque l'enfant a suffisamment d'identité pour être responsable de lui-même. Il estime que c'est le rôle des parents de fixer des limites dans les choix des enfants pour les guider. S'il ne prend pas cette responsabilité, l'enfant peut aller dans des choix néfastes comme la drogue ou la sexualité précoce. Le père affirme que la coupure psychique entre les parents et l'enfant se fait généralement à l'adolescence, et si les parents n'ont pas pris leurs responsabilités avant cette période, la relation devient forcée. Il souligne l'importance d'avoir le respect total de l'enfant tout en exerçant une force parentale inébranlable. Le père raconte que sa fille est maintenant autonome mais garde une relation fusionnelle avec ses parents, ce qui témoigne de la réussite de leur éducation. Il conclut en affirmant que l'éducation est un acte de persévérance et que les parents doivent d'abord se connaître eux-mêmes pour bien éduquer leurs enfants. Au bout de 15 ans, la personne rejette la France en disant qu'ils sont tous des cons. Elle pense que les gens ont peur d'utiliser leur force à cause de la peur de détruire ou de faire du mal. Selon elle, si les gens étaient généreux dans l'utilisation de leur force et avaient le respect des autres, ils pourraient réaliser des choses extraordinaires dans l'éducation. Elle critique également le manque d'éducation donnée sur la générosité et la force, et affirme qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer. Elle déclare que l'homme doit se prendre en main et se réaliser constamment par rapport à lui-même, et ne pas se baser sur ce qui se passe dans le monde. Elle décrit le mariage entre la générosité et la force comme un défi, car il est difficile de savoir comment utiliser sa force sans crainte de ses conséquences. Avec le temps, on peut apprendre à utiliser sa force de manière généreuse pour le bien des autres. Et lorsque la force est utilisée pour le bien de l'autre, cela permet à l'autre de grandir et de se connecter à sa propre lumière. Le narrateur exprime l'importance de l'apprentissage et de la générosité, car selon lui, la force est toujours liée à la lumière. Il souligne également l'importance de ne pas dominer les autres, mais d'être un observateur pour apprendre et comprendre sa propre réalité. Cette transmission de force et de générosité devrait être transmise de génération en génération. Il critique le gouvernement pour son manque de conscience sociale, notamment en imposant des règles de politesse dans les interactions publiques. Il blâme également les médias pour leur manque de diversité d'opinions et leur recherche constante de revenus. Selon lui, ces erreurs psychologiques fondamentales conduisent à une société en quête d'identité, prête à fracturer le pays pour se trouver une identité. Le narrateur affirme qu'il n'y a pas de différence entre les chefs d'État et les masses en termes de manque d'identité. Il critique les chefs d'État, soulignant les dangers d'un leader inconscient qui peut avoir le pouvoir de détruire un pays. Il affirme qu'il n'y a pas de modèle dans la société, bien qu'il y ait des individus plus raffinés, polis et sophistiqués que d'autres. Il mentionne le Premier ministre d'Afrique du Sud comme un exemple de leader exceptionnel, mais critique le manque de grands leaders dans le monde actuel. Le narrateur conclut en disant qu'il y a beaucoup d'individus inconscients, mais aussi quelques grandes sensibilités.
Il déplore l'absence de grands leaders tels que Churchill ou De Gaulle et qualifie les leaders actuels de petits trous de cul avec de grandes ambitions.